Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. La menace d'une frappe iranienne contre l'antité-sioniste se précise de plus en plus. Et même si l'Iran n'en dit pas plus sur l'heure ni sur le modus operandi de sa riposte, et cela se va de soi, il n'en demeure pas moins que cette annonce sème la panique auprès des États-Unis et de certains pays européens. Est-ce une réaction mesurée et proportionnée ou y a-t-il de l'exagération pour diaboliser Téhéran et en faire le monstre dangereux qu'il faut craindre et qui fait craindre pour la démocratie dans cette région du Moyen-Orient? Retour sur les éventuels scénarios d'une frappe annoncée et les prévisions l'entourant. Le débat est lancé. Alors, pour en parler, ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir et nous accueillons Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Manuel Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. Gamal Labina, analyste des questions internationales. Gamal Labina, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, Gamal Labina, finalement, lorsque l'antité-sioniste a frappé, le silence a plané et lorsque l'Iran parle même de riposter, on parle de crainte et d'extension du conflit. Même s'il ne s'agit pas d'un conflit, il faut qu'on soit très d'accord donc sur cette histoire de la guerre contre Gaza. Il s'agit bien d'une guerre génocidaire livrée aux Palestiniens ou contre les Palestiniens. Gamal Labina, comment peut-on lire cette nouvelle approche dans le traitement de l'information? Simplement, c'est qu'on se rend bien compte que tant qu'on tue du Palestinien à bon compte, c'est pas très grave pour l'Occident, puisque finalement, ce ne sont que des Arabes, ce sont des animaux humains du point de vue sioniste. Donc quand on tue les Palestiniens, où le risque est très limité, quelques roquettes, bon, ils en ont quelques milliers, artisanales, les moyens de réponse sont dérisoires, il n'y a pas d'aviation, il n'y a pas de chars d'assaut, il n'y a pas de marine, il n'y a pas de DCA, il n'y a pas d'abri anti-aérien. Donc les Palestiniens sont facilement destructibles, facilement atteignables. On voit bien même que les enfants de Ismaël Haniyeh ont été assassinés, donc ça dit vraiment, ça en dit long sur le fait qu'effectivement l'antité-sioniste n'hésite pas à tuer du civil parce qu'ils savent faire, ils ont l'habitude. Il faut se rappeler toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 82, invasion du Liban avec l'opération Paix en Galilée, jusqu'à 2006, 2012, 2014, 2000, ça ne s'est jamais arrêté, quoi. En gros, les sionistes attaquent tout le temps, mais ils attaquent tout le temps non plus des États, comme c'était le cas en 56, en 67 ou en 73. Ils attaquent des factions révolutionnaires, des groupes armés mais faiblement équipés, et là, ils se sentent forts. Par contre, ils ont fait une attaque qu'on peut qualifier d'un acte de guerre, une attaque terroriste, puisqu'ils ont attaqué, cette fois-ci, une représentation diplomatique. En droit international, c'est un acte de guerre direct. Et c'est pas la première fois qu'ils attaquent l'Iran, parce qu'il faut se rappeler que l'Iran est rarement agressive. Par contre, elle est souvent attaquée par les sionistes qui tuent des savants, par exemple, en Iran, qui assassinent des chefs de guerre, qui passent leur temps à bombarder le Liban depuis quasiment 30 ans, 40 ans même, on peut le dire. Oui. Et donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un risque de guerre. Alors là, ça inquiète l'Occident, non pas parce qu'ils ont peur qu'Israël soit écrasé. Il est probable qu'une guerre entre l'Iran et Israël tourne à l'avantage de l'Iran parce que les capacités offensives iraniennes ne sont pas négligeables. Ce qui fait peur, c'est que l'Iran s'en prenne aux intérêts économiques, je parle des puits de pétrole, qu'il frappe les puits de pétrole et qu'effectivement, là, il y a une véritable inflation sur le prix du baril et une destruction de l'économie mondiale. Donc c'est ça qui fait peur. On n'est pas sur un rapport de force direct. Israël veut entraîner les États-Unis dans la guerre, mais l'Iran, effectivement, pour les États-Unis, est dangereux parce qu'il est capable de frapper les puits de pétrole. C'est déjà été le cas du temps de Trump, où il y a une confrontation directe, où effectivement les Iraniens, en passant par un relais, en passant par les Houthis, ont frappé la moitié des prix du pétrole d'Arabie. Donc tout cela inquiète l'Occident pour des raisons économiques avant toute chose. Très bien. Manuel Pouchelet, est-ce que l'entité sioniste, en frappant justement une représentation diplomatique iranienne en Syrie, n'avait pas prévu toutes ces réactions? Et quand je dis l'entité sioniste, je parle également des États-Unis. Je pense que l'entité sioniste a fait une grave erreur en frappant un territoire qui est la Syrie, et notamment une représentation diplomatique, et je confirme, c'est bien considéré comme un acte de guerre. Je pense qu'Israël est allé beaucoup trop loin dans sa détermination de message envers l'Iran, notamment puisqu'il y avait la présence dans ce consulat de hautes autorités iraniennes qui ont été assassinées, qui ont été tuées. En ce qui concerne l'Iran, si vous voulez, je pense qu'il se prépare depuis un long moment à une réponse et à une riposte contre Israël, puisque votre invité l'a mentionné, il y a eu la disparition du général Soleimani, il y a eu également la disparition d'un haut dignitaire concernant le programme nucléaire iranien. Je pense que cette fois-ci, l'Iran est prête
pour une confrontation avec Israël, mais n'oublions pas une chose, je ne pense pas que l'Iran, de toute façon, militairement, prendra le temps de la préparation. Mais ce qui est important de signaler, c'est que l'Iran est capable de frapper avec du terrorisme partout là où il y aurait éventuellement des Israéliens et ses contradicteurs, je pense aux puissances occidentales, par le biais du terrorisme, mais également sur un plan économique. On a parlé d'augmentation du prix du pétrole. L'Iran est capable de bloquer tout un système économique et malheureusement, cela oblige les Occidentaux, on va dire, à réagir. Ce n'est pas par hasard qu'un général américain a été déplacé rapidement dans la région, puisque là, on est quasiment en mode de veillée d'armes, si vous voulez. Actuellement, toute la région souffre de cette situation. Ce qui se passe à Gaza est intolérable et personne, y compris, n'arrive, on va dire, à faire cesser le feu, puisqu'en France, on entend parler de cesser le feu. D'ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères a interdit tout déplacement dans la région à ses concitoyens et à ses ressortissants. Tout à fait. Mais preuve en est que là, je pense qu'avec la frappe du consulat à Damas, Israël est allé un pont trop loin et va en payer les conséquences, puisque pour une fois, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est clairement exprimé sur la question, ainsi que le guide suprême iranien, Ali Khamenei. Preuve en est que l'Iran est prêt à réagir et prépare sa réponse. Eh bien justement, Manuel Pouchelet, vous nous faites bien de le dire, Israël est allé un peu trop loin cette fois-ci, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette entité va toujours très loin, Gamal Abina, et qu'elle ne s'inquiète jamais parce qu'il y a des États occidentaux, européens, et les États-Unis en l'occurrence, qui sont là pour assumer à sa place. Alors, il y a eu beaucoup d'alertes, Gamal Abina. Pourquoi, selon vous, les États-Unis et leurs alliés s'inquiètent d'une éventuelle frappe ou semblent en tous les cas montrer qu'ils s'inquiètent d'une riposte iranienne? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que l'Iran a subi une guerre de 8 ans contre l'Irak et elle a su faire front avec des moyens dérisoires. À l'époque, c'était des marées humaines qui arrivaient contre les troupes irakiennes, qui étaient effectivement très souvent sacrifiées, mais qui avaient le culte du martyr. Parce que le rapport, ce qu'on appelle le monde chiite, pour faire simple, et sunnite, c'est que dans le monde chiite, le culte du martyr est quelque chose de très évident. On connaît l'histoire de Ali, de Hassan, de Hussein, et à chaque fois, ça a été un peu l'idée de se dire on devient martyr pour Dieu et pour sa cause. Et donc les Iraniens ont une réserve humaine importante depuis 80 millions d'habitants, mais surtout, l'Iran est une grande puissance industrielle. Il ne faut jamais oublier qu'on compare souvent la Turquie dans la région, mais l'Iran est la première puissance industrielle de la région. Et c'est pas rien. L'Iran ne dépend pas que du pétrole, loin s'en faut. Il y a beaucoup de production locale iranienne. Hein. Oui. On va parler seulement du caviar. Hein. Mais au niveau militaire, c'est considérable. L'Iran fait partie aujourd'hui de ces fameuses BRICS, qui ont été créées il y a quelques années. Et donc l'Iran est capable de répondre à cette agression. Et Israël passe son temps, l'entité, à faire des agressions. C'est pas la première fois, on le rappelle. Il ne respecte évidemment rien, ni le droit international, ni l'espace. Il viole les espaces aériens récurrents du Liban, de la Syrie, de tous les pays qui les intéressent. Ils l'ont fait même en 85 avec la Tunisie, sans jamais être inquiétés. Sauf que là, le rapport de force est différent. Jusqu'à présent, l'entité sioniste faisait la guerre d'abord à des pays sous-développés, puis ensuite a fait la guerre à des fédéines palestiniens au Liban, ensuite a fait la guerre pendant les intifadas à des gens qui avaient des cailloux dans les mains, donc la guerre des pierres, donc désarmés. Ensuite, seconde intifada, pareil. Et là, aujourd'hui, ils commencent à faire la guerre à des gens qui ont un petit peu d'armement, mais faiblement équipés, si ce n'est le Hezbollah. Et l'Iran équipe le Hezbollah et ça a des effets. Et il se trouve que si l'Iran fait la guerre, j'avais rencontré une fois Walid Shahara, qui était un des correspondants libanais qui parlait pour le Hezbollah, et qui a expliqué que s'il devait y avoir une guerre dans la région avec l'Iran, ce serait une immense boule de feu qui serait déclenchée parce que les Iraniens ont des capacités balistiques considérables, des missiles qui vont de 1000 à 3000 km, qui peuvent frapper où ils veulent. Et puis, comme je le disais, l'Iran est une grande puissance industrielle. Pourquoi ? Parce que contrairement à la Turquie, elle maîtrise le nucléaire. Contrairement à la Turquie, elle maîtrise le spatial. Elle a son propre programme spatial. Elle a ses propres satellites, ses propres lanceurs. Elle maîtrise la haute technologie. C'est un pays qui a beaucoup parié sur la technologie avec un budget de 10% consacré à la science. Donc l'Iran est un pays très développé, très puissant, très défensif. Il a des capacités défensives importantes, mais aujourd'hui aussi, on le sait, a des capacités offensives non négligeables, surtout dans le domaine des missiles balistiques et des missiles sans doute hypersoniques. On pense que l'Iran en a peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que face à un État comme l'État israélien sioniste qui tue du Palestinien faiblement armé, devant une armée régulière, puissante et renseignée, les Iraniens ont des satellites, savent ce qui se passe de l'autre côté. Ils ne viseront pas au hasard. Eh bien, s'il y a une frappe iranienne, elle sera déterminante, puissante, et effectivement, ce sera une véritable leçon de choses que l'entité sioniste devra apprendre, parce qu'évidemment, il compte entraîner dans ce conflit les États-Unis. Alors, les craintes sont justifiées, selon vous, Gamal ?
Oui, tout à fait, parce que les États-Unis ont très bien compris, d'abord, parce que les Iraniens sont les victimes, il faut le rappeler quand même, hein, c'est intéressant. Oui. Et les États-Unis ont très bien compris que l'Iran est déterminé. Que ce soit Khamenei qui a promis qu'il y aurait une réponse, que ce soit Nasrallah qui a fait un discours, il a dit la réponse arrivera, mais les Iraniens sont des joueurs d'échecs, ils prennent le temps de la réflexion avant de frapper, non pas symboliquement, parce que jusqu'à présent, les Iraniens frappaient symboliquement. Là, cette fois-ci, ils vont frapper de façon puissante pour marquer le coup. Et j'en prends un exemple, alors il y a beaucoup d'éditorialistes ou d'analystes fantaisistes en France. Je veux prendre un type qui s'appelle Ansel, qui est vraiment complètement médiocre, un professeur à Sciences Po, qui a osé dire que l'Iran n'avait pas répondu à l'attaque américaine quand ils ont attaqué Soleimani. Mais c'est pas vrai. Quand ils ont assassiné Soleimani, l'Iran a frappé une base américaine et a tué les principaux responsables du Mossad et des services de renseignement américains, sans parler de soldats importants qui ont été tués. Les Iraniens ne réagissent pas sur le coup, prennent le temps de la réflexion, mais répondent. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des claques. Et puis on se rappelle que la dernière confrontation Iran-États-Unis, qui a commencé dès 1979, dès la révolution islamique, c'était l'histoire des otages. Ça s'est soldé par un échec américain avec cette opération de rescousse qui a été catastrophique. Leurs hélicoptères sont tombés dans le désert. Donc les Iraniens aujourd'hui sont en mesure de répondre parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils se savent en danger depuis 35, 40 ans et qu'aujourd'hui ils n'accepteront certainement pas que le petit soldat sioniste de la région américaine joue les fiers à bras face à la grande puissance iranienne qui, il faut le rappeler tout de même, est un pays qui a 6000 ans d'histoire. C'est la Perse, c'est pas rien l'Iran. Alors très bien, Manuel Pouchelet, alors on a remarqué quand même depuis que Téhéran avait déclaré qu'ils allaient riposter et qu'ils riposteraient, c'est juste une question de temps. Il y a quand même une alerte mondiale. Alors il y a les pays occidentaux, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a Moscou même qui a donc appelé à la retenue, mais des pays européens ont plutôt suspendu leur vol à destination de Téhéran ou en provenance également de ce pays. Ils ont quand même donné des consignes à leurs ressortissants. Certains ambassadeurs ou représentations diplomatiques ont été plus ou moins allégés de leur personnel. Puisqu'on craint tellement cette réaction ou cette riposte iranienne, pourquoi avoir, entre guillemets, laissé l'antité-sioniste aller donner ce coup de pied dans la fourmilière quelque part? Je pense que les Occidentaux ont sous-estimé le déterminisme de M. Netanyahou. Et ça, je pense que c'est une grave erreur d'appréciation. Même les Américains n'arrivent même plus à le contrôler, excusez-moi cette expression, puisque M. Biden a envoyé plusieurs fois son secrétaire d'État, M. Blinken, dans la région. Force est de constater que le canal de négociation avec le Qatar est au point mort. On a essayé le canal égyptien. Bon, finalement, quand on commence à faire la somme un petit peu des initiatives occidentales ou peu importe, même régionales, le dialogue semble bloqué. Je pense que l'heure est à l'explication entre Israël et l'Iran. Maintenant, les Iraniens sont des gens prudents. Ils ont un proverbe perse qui peut résumer la situation. Ce qui est passé a fui. Là, je pense à la destruction de leur consulat. Ce que tu espères est absent. Donc, en fait, la préparation d'une attaque, mais rien n'est précisé sur l'attaque. On n'a pas dit si elle était militaire, économique ou éventuellement des cyberattaques pour bloquer les sites, on va dire, de leurs contradicteurs. Et le présent appartient. Donc voilà. Donc si vous voulez, voilà un petit peu comment raisonnent, on va dire, les Iraniens, je devrais plutôt dire les Perses. Maintenant, force est de constater que côté occidental, on remarque une chose, c'est que M. Netanyahou est déterminé. Peu importe les ambassadeurs, la diplomatie, la chaîne diplomatique, je pense que l'Occident est devenu inaudible face à ce déterminisme. Ensuite, je remarque une chose, c'est qu'on a nettement moins de déclarations du gouvernement de M. Netanyahou, je pense au ministre de la Défense, qui fait des menaces. Mais une chose est sûre et qui devrait être inquiétant pour Israël, je rappelle malgré le nombre incommensurable de victimes à Gaza, ils ont quand même perdu 600 soldats. Là, c'est pas 600 soldats de Tzahal qui vont tomber, c'est nettement plus. Je pense qu'Israël avait déjà pris une bonne leçon, on va dire, lors de la guerre des 33 jours en 2006 contre le Hezbollah, sauf que là, c'est l'Iran qui va attaquer. L'Iran, c'est une puissance régionale, c'est une puissance militaire qui a également sa capacité de fabrication d'armements et en même temps, si elle achète des armements sur étagère, elle les modifie. Donc, si vous voulez, voilà où nous en sommes. Je pense qu'Israël a mal sous-pesé la riposte qui sera iranienne. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais je rappelle aussi une chose, l'Iran est aussi un excellent investisseur économique dans certaines places boursières. Et j'ai bien l'impression qu'il y aura aussi une réponse économique, alors que l'on s'attend à une réponse militaire.
Ben justement, Monsieur Manuel Pouchelet, dans ces cas-là, pourquoi, dans le sens de comment estimez-vous le fait qu'aujourd'hui, c'est une mobilisation mondiale, quelque part, et européenne surtout, par rapport à cette annonce de riposte iranienne qui fait tellement peur, en tous les cas, c'est l'impression qu'il donne, alors qu'à aucun moment, il n'y a eu justement des appels ou des dénonciations par rapport aux actes commis par l'entité sioniste qui, elle, devrait donc recevoir plus de conseils pour ne pas faire de folie ou d'exagération ou d'impair comme cela se fait. Alors, lorsqu'Israël a envie de frapper, elle frappe partout, comme ça lui chante. Et c'est l'Europe, finalement, qui est là, derrière Israël, qui s'implique. Donc, ma question, de manière plus simple, c'est plutôt Israël qui devrait s'inquiéter de la menace d'une riposte et non pas l'Europe. Pourquoi l'Europe se trouve toujours obligée de s'impliquer lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste, Manuel? Oui, alors en fait, l'Europe, elle a malheureusement, vous savez, au sein des pays européens, il y a quand même, c'est une puissance économique avant d'être politique. Ça reste un nain politique sur la scène internationale. L'Europe, d'ailleurs, Henry Kissinger l'avait dit en 1970. L'Europe, c'est quel numéro, si vous voulez. Donc preuve en est que même en 2024, force est de constater que cette phrase qui avait été prononcée par ce secrétaire d'État américain l'est toujours. L'Europe s'inquiète. Pourquoi? Parce que je vous rappelle aussi une chose. Il y a aussi des négociations avec les Iraniens. Il y a des négociations sur l'AIEA et ces fameux dossiers nucléaires. Et s'il y a guerre, on va dire, contre l'entité sioniste, tous ces dossiers seront bloqués. Je rappelle aussi que l'Europe s'inquiète, parce que l'Europe, sans vouloir trop le dire, elle a aussi des marchés en Iran. Il y a certains pays qui ont des marchés concernant la rénovation du système ferroviaire, qui ont également des aspects sécuritaires, mais d'autres aspects concernant la sécurité, parce que le gouvernement iranien s'intéresse aussi aux solutions européennes. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des non-dits dont on ne parle pas dans la presse, que certains milieux autorisés connaissent. En revanche, l'Europe s'inquiète, puisque, bien entendu, elle s'inquiète aussi du calendrier électoral américain. Je rappelle que M. Trump donne déjà des éléments de langage sur sa politique internationale, et on a peur que si M. Trump est élu, il y aura un après M. Biden qui risquerait on va dire, desservir les Européens dans un premier temps, puisqu'il a relancé, on va dire, l'OTAN, le sujet sur l'OTAN, en imposant aux pays de cotiser à l'OTAN, sans quoi les États-Unis se retireraient. Parce que je vous rappelle que l'Europe n'a pas de défense européenne, elle est tributaire de l'OTAN parce qu'elle a voulu le faire sous-traiter à l'OTAN pour des raisons de discorde, puisqu'il y a des problèmes également en Europe de leadership sur les questions de défense. Et ce que vous me posez également comme question, je vous rappelle une chose, que les pays européens qui sont partie prenante avec Israël, il y en a très peu. Il y a la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, et c'est quasiment... Le Canada. Le Canada, attention, le Canada n'est pas en Europe. Avec beaucoup de pincettes. Oui, mais le Canada reste un pays du Commonwealth et surtout un dominion britannique dont c'est le roi Charles III, le chef de l'État. Mais voilà, simplement pour vous dire que les puissances qui parlent et qui dialoguent, et même d'ailleurs, même sur notre scène médiatique et de presse, à l'heure actuelle, les journaux télévisés parlent très peu de ce qui se passe actuellement dans la région, mais ces derniers signes d'avertissement, ne sont pas sans conséquences, puisque l'économie risquerait d'avoir un sérieux ralenti et de mettre en péril certains pays déjà affaiblis par une crise et une inflation qui galopent, au risque de stresser et de frustrer, on va dire, les populations locales, je pense européennes en tout cas. Très bien, on l'aura compris donc. Gamal Abina, est-ce vrai que l'hypothèse d'une réplique iranienne, par exemple, calculée, raisonnée, sans risque d'escalade, reste donc la plus probable comme intervention ou comme riposte, comme le disent certains observateurs, vu que, comme le disent certains observateurs, l'Iran n'a pas envie de s'embourber dans ce que lui prépare ou voudrait la voir faire l'entité sioniste et les États-Unis? Je pense que le piège, il vient surtout de la part de l'autre, on va utiliser un terme correct, le chien enragé, voilà, j'utilise ce terme-là, de Netanyahou. C'est un homme dangereux, c'est un homme raciste, c'est un illuminé, c'est un fou. C'est vraiment un fou dangereux qui est capable de tout, de créer une guerre illimitée pour garantir la domination de son pouvoir. Parce qu'il se sait faible, parce qu'il a failli à l'intérieur de ce qu'il croit être ses frontières, et qu'aujourd'hui, il pense en provoquant l'Iran qu'il obtiendrait des résultats. Le problème, c'est que les États-Unis ont eu plusieurs frictions contre l'Iran, une fois dans les années 80, au début des années 80, avec la tentative de libération des otages. Ensuite, dans les années 2000, 2003 particulièrement, quand ils ont commencé à menacer l'Iran, l'Iran a envoyé un
tout petit contingent de force en équipant l'armée du Mehdi de Moqtada Sadr, ça a tué pratiquement 3000 Américains en moins d'un mois. Donc ça fait réfléchir les États-Unis. Ils connaissent le rapport de force parce que jusqu'à présent, le seul pays qui est capable de faire face à l'entité sioniste, c'est l'Iran, parce que c'est une puissance industrielle. Les Arabes n'ont jamais été des puissances industrielles. Elles dépendaient de l'achat d'armement de l'étranger, et très souvent des armements de mauvaise qualité. L'Iran produit son armement, surproduit, est en mesure de frapper, et surtout l'Iran, 80 millions d'habitants, une mobilisation des passes d'Aran combinée aux gardiens de la Révolution, combinée à tout un tas de Bassidji et autres combattants jusqu'à la brigade El-Quds, ça fait vraiment beaucoup d'hommes. Si jamais l'Iran déborde des frontières, il y aura d'abord le risque de frapper très fort sur la barbarie des sionistes, puisqu'ils sont forts devant les faibles et faibles devant les forts, mais surtout l'autre risque, c'est la stabilisation au niveau du pétrole, on l'a dit, et puis la stabilisation des régimes arabes qui ont accepté de composer avec les sionistes. Il faut voir ce qui se passe en Jordanie, tout le monde est en panique, parce que Jordanie, le peuple manifeste tous les jours dans la rue contre son gouvernement qui a signé les accords de la honte en 1994. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question iranienne est posée avec acuité, non pas par l'autre déséquilibré mental de Netanyahou, mais par les États-Unis qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas le tenir en laisse, qu'il devient dangereux, qu'on est incapable de contrôler ce type qui se prend pour un homme, il l'a dit lui-même, hein, j'invente rien, il croit qu'il fait partie du peuple de la lumière, il croit qu'il y a des êtres qui sont supérieurs à d'autres. Quand on parle à un type qui a ce genre de rapport à l'humain, quand on parle à un type qui se prend pour un génie, alors que c'est rien du tout qu'un produit américain mal exporté, eh bien il faut se poser la question de savoir qui est dangereux. C'est pas l'Iran qui est dangereux. L'Iran frappera, d'une manière ou d'une autre, elle frappera, mais ce sont effectivement, c'est pas la réponse sioniste, c'est la réponse américaine qui inquiète, et c'est la réaction de tous les relais iraniens dans la région, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui pourrait combiner une attaque avec l'Iran et frapper très fort. Donc ça se pose avec acuité. On sait qu'ils sont forts devant les faibles, on tue des gens désarmés. Par contre, devant des hommes déterminés et armés, c'est une autre paire de manches, et je pense que les sionistes ont beaucoup à perdre et que la population est très inquiète. J'en veux pour preuve que les États-Unis n'arrêtent pas de calmer l'Iran, d'essayer de trouver un modus vivendi, de leur dire même de frapper pas trop fort. Nous ne sommes pas responsables, ne touchez pas nos intérêts. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc le fou dangereux qui est à la tête de l'État sioniste risque d'avoir de gros problèmes à l'intérieur même de ses frontières. Et dans ces cas-là, ça veut dire que les États-Unis n'assument pas la responsabilité de ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne pensez pas, comme certains l'ont dit auparavant, Gamal, que c'est derrière tout ça, c'est également l'appui des États-Unis ? Non, j'y crois pas du tout, parce que là, vraiment, ils ont déjà, je vous l'ai dit, ils ont déjà eu maille à partir avec l'Iran plusieurs fois. La dernière attaque, c'était Trump qui avait envoyé une de ses hautes technologies, un avion furtif, enfin un missile furtif ou avion furtif, je crois, de surveillance, c'est bien l'avion d'ailleurs, et qui a été abattu et pris par les Iraniens, parce qu'ils ont eu la capacité non seulement de l'abattre, mais de le récupérer et de copier la technologie. Donc, ils savent très bien qu'ils ont à faire. Les Iraniens sont je l'ai dit au départ, sont des joueurs d'échecs. Ils ne vont pas réagir et surréagir, mais ils vont apporter et avancer leurs cartes. Ils vont faire pression. Il y a déjà du sabotage en termes électroniques, puisqu'il y a beaucoup d'attaques, de cyberattaques, mais ils vont aller beaucoup plus loin pour donner une leçon réelle à l'entité sioniste, pour leur dire, vous jouez les malins avec des faibles, ne jouez pas les malins avec nous, on a les moyens de faire très très mal, et ils ont les moyens, on l'a vu souvent dans l'histoire, les États-Unis savent parfaitement à qui ils ont affaire et ne prendront pas le risque d'affronter directement l'Iran. Très bien. Alors pour conclure, Manuel Pouchelet, est-ce que vous ne pensez pas, la question qui un petit peu tourne autour ou dans l'esprit de chacun, que finalement toute cette guerre à Gaza contre les Palestiniens, l'objectif derrière tout ça, c'est l'Iran pour l'entité sioniste, puisqu'on l'a vu depuis longtemps, l'entité sioniste faire ou cherche à faire sortir l'ours de sa tanière, et je parle de l'Iran. Oui, je pense que malheureusement, c'est le scénario qui est annoncé. J'allais dire, en reprenant une phrase d'un film célèbre hollywoodien qui est dans La chute du Faucon Noir, ils ont foulé aux pieds un nid de frelons et ils ne se rendent pas compte des piqûres qu'ils vont avoir. Oui. Je pense que de toute façon, vous savez, la cause palestinienne a toujours divisé ou rassemblé certains pays, y compris dans les populations des pays en question. Mais je peux vous dire une chose, je pense que M. Netanyahou est allé trop loin. Il avait déjà, alors à l'époque, ce n'était pas lui le Premier ministre, mais ils avaient déjà un peu sous-estimé les capacités de riposte du Hezbollah. Parce que je vous ferai remarquer que le Hezbollah a tiré hier de nombreuses roquettes sur Israël, et dont l'objectif est aussi de paralyser l'économie israélienne. Au nord d'Israël, ils ont quand même 100 000 habitants qui ont dû quitter les lieux, et c'est une région qui est très agricole. Je pense que malheureusement, dans cette escalade et dans la réponse qui se prépare, elle sera d'une certaine violence, et malheureusement, comme le disait Hobbes, l'homme est capable d'une certaine quantité de violence. Pour terminer et conclure avec une phrase du baron von Clausewitz, qui était allemand, la guerre s'est imposée à l'adversaire l'exécution de sa volonté. Oui. Force est de constater que l'Iran a toutes les cartes.
Très bien, Monsieur Emmanuel Pouchelet, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Merci également à Gamal Abina, analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'échiquier international tout au long de cette semaine. Au revoir.